Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Nicolas Gauthier de Daytrader Canada et aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter l'analyse du titre Visa Corporation qui est coté sur le New York Stock Exchange comme étant V. Donc voici l'agenda aujourd'hui de la présentation. Donc tout d'abord, on va passer avec un petit survol de l'entreprise, puis on va passer par la thèse d'investissement. Ensuite, dans le volet analyse, on a l'analyse externe qui passe à travers la concurrence, l'industrie puis les investisseurs de l'entreprise. Ensuite, l'analyse interne qui passe à travers la direction, les lignes d'affaires, puis le modèle d'affaires de l'entreprise. Ensuite, l'analyse financière, l'évaluation de l'entreprise, puis finalement, la conclusion. Donc, tout d'abord, dans le survol de l'entreprise, Visa, qu'est-ce que c'est? Visa, c'est une entreprise du secteur de la technologie qui est dans l'industrie des solutions de paiement. Elle avait une capitalisation boursière au 3 août 2020 de 407,71 milliards de dollars américains. C'est une entreprise qui a été fondée en 1958 sous le nom de Bank Americard, aujourd'hui Visa. Son entrée en bourse, soit son IPO, a été faite le 19 mars 2008 à 44 $ l'action. Son siège social se situe à San Francisco, aux États-Unis. Puis, Visa a environ 19 500 employés. Donc, notre thèse d'investissement pour Visa, nous, on voit une direction haussière pour le titre, un prix actuel de 193,35. On pense que le titre peut aller atteindre entre 210 et 220 $ facilement. Donc, maintenant, passons à l'analyse externe. Tout d'abord, la concurrence. Donc, Visa a trois principaux concurrents, soit Mastercard, PayPal et American Express. Donc, les comparables ont ici été sélectionnés en se basant sur les plus grands joueurs de l'industrie des solutions de paiement, la capitalisation boursière. Ils ont tous été comparés en se basant sur le volume de paiement passant par les services de l'entreprise. Donc, on va commencer avec Mastercard. Donc, Mastercard, c'est naturellement le concurrent le plus connu de Visa. Mastercard se situe par contre sous Visa avec environ 30% du marché, Visa possédant 60% du marché des solutions de paiement. De plus, l'entreprise a déclaré au dernier exercice financier des revenus de 16,88 milliards de dollars, un bénéfice net de 7,94 milliards de dollars et avait une capitalisation boursière de 313,22 milliards de dollars. Du côté de PayPal, l'entreprise vient compétitionner avec Visa puisque son modèle d'affaires tend aussi à augmenter le nombre de transactions qui passent sur sa plateforme. Étant une entreprise qui mesure entre autres ses performances sur le volume de paiement, elle vient particulièrement compétitionner avec Visa sur les transactions en ligne qui sont un vecteur de croissance chez Visa. Or, elle n'arrive tout de même pas encore à la cheville de Visa avec moins de 10% du volume de paiement que produit Visa. De plus, elle a déclaré pour le dernier exercice financier des revenus de 17,77 milliards de dollars américains, un bénéfice net de 2,54 milliards de dollars américains et avait une capitalisation boursière de 231,39 milliards de dollars américains. Finalement, il y a American Express. Si l'on compare American Express à Visa en prenant uniquement en compte le volume de paiement fait à travers l'entreprise, elle devient concurrente. Par contre, il est très important de noter que le modèle d'affaires d'American Express diffère énormément de celui de Visa. En effet, il est important de comprendre dans un premier temps que Visa n'est pas une institution financière. Ils n'émettent pas de cartes, n'accordent pas de crédit ou ne fixent pas de tarifs et de frais pour les titulaires de compte de produits Visa. En revanche, dans le cas d'American Express, ils prennent le risque de crédit de leurs détenteurs en leur accordant des prêts. De ce fait, en ce qui concerne les volumes de paiement, American Express occupe 8,5% du marché. De plus, elle a déclaré pour le dernier exercice financier des revenus de 43,56 milliards de dollars, un bénéfice net de 6,81 milliards de dollars et avait une capitalisation boursière de 75,32 milliards de dollars. Passons maintenant à l'industrie. Donc, il y a trois gros points clés dans l'industrie. Tout d'abord, la hausse du paiement par contact à la suite de la COVID-19, une baisse très importante des transactions transfrontalières, puis une augmentation de la place du commerce électronique à la suite de la COVID-19. Donc, on va commencer avec la hausse du paiement par contact à la suite de la COVID-19. Donc, le désir d'éviter d'être contaminé ou de transmettre la COVID-19, encouragé par la hausse des limites par les fournisseurs de cartes de crédit, a créé une importante hausse du paiement par contact à la suite de la COVID-19. Dans le cas de Visa, cela s'est matérialisé par une augmentation moyenne de 20% de l'utilisation de ce service. De plus, entre le deuxième et le troisième trimestre, près de 50 pays ont amélioré la mise en place du Tap to Pay, qu'on appelle, de plus de 5 points de pourcentage, et plus de 10 pays ont augmenté de 10 points de pourcentage ou plus. Donc ça, c'est un gros élément dans l'industrie. Ensuite, la baisse importante des transactions transfrontalières. Naturellement, la fermeture des frontières à la grandeur du globe mine les transactions transfrontalières.
D'ailleurs, l'Organisation mondiale du tourisme a signalé à la fin du mois de juin que sur 217 pays, 189 ou 87% avaient complètement ou partiellement fermé leurs frontières aux visiteurs étrangers. Sur les 28 pays restants, 10 avaient complètement ou partiellement suspendu leur vol. De plus, plusieurs autres pays comme le Royaume-Uni exigent des quarantaines ou des restrictions de visa et des certificats médicaux. Donc ça, c'est un élément qui ralentit les transactions. Finalement, passons à l'augmentation de la place du commerce électronique à la suite de la COVID-19. Donc la COVID-19 a massivement accéléré la croissance du commerce électronique, selon un rapport publié par Adobe en juin dernier. Les dépenses totales en ligne en mai ont atteint 82,5 milliards de dollars, en hausse de 77% en comparaison à mai 2019. De plus, selon Vivek Pandya de la firme Adobe's Digital Insights, qui analyse les données de commerce électronique, selon leurs données, il aurait fallu entre 4 et 6 ans pour atteindre les niveaux que nous avons vus en mai, si la croissance se poursuivait au même niveau que ces dernières années. De plus, tel que présenté dans le graphique que je vous présentais ensuite, on peut constater une hausse généralisée au niveau de tous les biens, particulièrement même les biens essentiels et non essentiels. De plus, on voit l'ajout d'une colonne « Nouveaux essentiels » qui est caractérisée par des biens que nous ne commandions précédemment pas sur Internet, tels que des matériaux de construction, du matériel de bureau, des vêtements et accessoires, articles ménagers, ameublements de jardin et même des cours en ligne. Passons maintenant aux investisseurs qui sont présents dans Visa. Donc, les principaux investisseurs dans l'entreprise sont des joueurs dits institutionnels. En effet, tel que le démontre le graphique qu'on a juste en dessous, le fonds d'investissement tel que Vanguard Group, BlackRock et autres sont les principaux détenteurs de l'entreprise. Cela indique que le smart money est positionné en faveur de ce titre, ce qui est positif. Ensuite, si on regarde ce qui s'est passé à l'interne dans l'entreprise, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de mouvements de capitaux des investisseurs internes, puis beaucoup de ventes particulièrement. Donc, tous les petits points rouges sont des ventes. Par contre, si on analyse plus en profondeur, c'est quoi ces ventes-là? Les opérations, ils se résument généralement en des exercices d'options, puis à la vente de ces actions exercées par les gestionnaires de l'entreprise. Donc, c'est pas nécessairement super négatif, mais c'est pas positif, ça c'est sûr et certain. Passons ensuite à l'analyse interne. On va commencer par la direction. Donc, en ce qui concerne l'équipe de direction de Visa, elle est relativement récente dans son ensemble. En effet, mis à part le président Ryan McInerney, soit celui du centre, qui possède un peu plus de 7 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise, le comité exécutif a en moyenne 2 ans d'expérience dans leur poste actuel au sein de la firme. Par contre, cela ne signifie pas que le comité de direction est moins compétent. Pour donner un exemple, le président directeur général, il était déjà dans l'entreprise depuis plus de 4 ans, puis il a occupé de nombreux postes de direction chez American Express entre 1987 et 2010. De plus, de nombreux membres ont été reconnus, entre autres, par Forbes pour leur style de gestion novateur. Donc ça, c'est positif. Ensuite, passons à la ligne d'affaires. Donc, Visa possède 4 principales lignes d'affaires, donc les revenus provenant de leurs services. Donc, les revenus provenant de leurs services, c'est principalement ce que l'entreprise gagne pour les services fournis aux émetteurs de cartes pour l'utilisation des produits Visa. Donc, le principal moteur de cette catégorie de revenus est le volume de paiement. Donc, en d'autres termes, plus un produit coûte cher, plus Visa génère de revenus dans cette catégorie. Par exemple, un gallon de lait ne rapportera pas autant de revenus de service qu'un réfrigérateur. Ce qui rend ce type de revenu spécial, c'est qu'il agit en sorte comme une couverture intégrée contre l'inflation. Donc, si le coût des biens augmente en raison de l'inflation des consommateurs, les revenus de Visa augmentent automatiquement en même temps. Ensuite, il y a les revenus provenant du traitement de données. Donc, les revenus de traitement des données sont des petits frais que Visa perçoit pour l'autorisation, le règlement, la compensation et d'autres frais d'accès et de maintenance pour son vaste réseau de paiement. Ces revenus sont basés sur le nombre de transactions effectuées sur le réseau de Visa et non sur la valeur des transactions. Donc, en premier, on a les revenus provenant de leurs services qui découlent de la valeur de la transaction. Le deuxième, les revenus provenant du traitement de données, c'est sur le nombre de transactions. Ensuite, il y a les revenus provenant des transactions internationales. Donc, les revenus des transactions internationales sont générés par les activités transfrontalières et de conversion de devises. Ces revenus ont généré chaque fois qu'un titulaire de carte achète des marchandises dans un pays différent du pays d'origine de l'émetteur de la carte. Étant donné que ces frais représentent une part relativement importante des revenus totaux de Visa, l'entreprise est particulièrement sensible au ralentissement économique à travers le monde ou à un événement majeur tel qu'une pandémie comme on vit en ce moment
qui peut nuire considérablement à l'industrie du tourisme d'une région. Cela signifie également que Visa est plus affecté par la force du dollar américain que la plupart des entreprises. Finalement, il y a autres revenus qui consistent principalement en des services à valeur ajoutée, des frais de licence pour l'utilisation de la marque Visa ou ses technologies, des services aux titulaires de compte, de la certification, l'accord de licence et amélioration de produits, tels que des garanties prolongées puis des services de conciergerie que l'entreprise peut offrir. Puis finalement, comme vous pouvez voir, il y a une catégorie de revenus négatifs, donc les incitatifs clients. Je pense que son nom parle un petit peu d'elle-même, mais la catégorie réductrice de revenus incitatifs clients se compose d'incitations fournies dans les contrats avec les clients des institutions financières, marchands et partenaires stratégiques pour divers programmes conçus pour augmenter le volume des paiements, augmenter l'acceptation des produits Visa, gagner des transactions de routage des commerçants sur le réseau et stimuler l'innovation. Il est important de noter que ces incitatifs sont principalement comptabilisés comme des réductions de revenus. Donc, ces 5 éléments-là, on obtient les revenus totaux. Maintenant, en ce qui concerne le modèle d'affaires, Visa, c'est tout d'abord le chef de file mondial des paiements numériques avec plus de 60% du marché des fournisseurs de cartes de crédit. Sa mission est de connecter le monde à travers le réseau de paiement le plus innovant, fiable et sécurisé possible, permettant aux particuliers, aux entreprises et ultimement aux économies de prospérer. Donc, il facilite le commerce dans plus de 200 pays et territoires, parmi un ensemble mondial de consommateurs, commerçants, institutions financières, entreprises, partenaires stratégiques et entités gouvernementales. Visa sert les parties prenantes aux deux côtés d'une transaction. Donc, il sert les titulaires de cartes, les émetteurs et les processeurs d'émetteurs d'un côté, puis de l'autre côté, il sert les commerçants, les acquéreurs et les sous-traitants acquéreurs. Comme j'ai dit tantôt, il est important de noter que Visa n'émet pas de cartes aux titulaires de cartes. Il s'agit du rôle des banques de les émettre. Visa, eux, ce qu'ils font, c'est juste être un facilitateur de transactions. Passons maintenant à l'analyse financière. Donc, comme on peut voir dans ces deux petits graphiques-là, d'un point de vue analyse financière, les revenus de Visa proviennent en grande partie du segment de traitement de données, suivi du traitement de revenus de services, puis des transactions internationales et finalement des autres revenus. Donc, comme on peut voir dans le graphique de gauche. De plus, en proportion au reste de la planète, on peut voir clairement que les États-Unis représentent une très grande partie des revenus de Visa. C'est pour ça que c'est un marché qui est très important pour l'entreprise. C'est d'ailleurs pourquoi la baisse majeure des activités de transactions internationales vient avoir un impact aussi important en 2020, avec une baisse de moins 4% au second trimestre de 2020. Donc, comme on peut voir ici, l'évolution des transactions transfrontalières et de moins 37% des transactions internationales au troisième trimestre de 2020. Cela a un impact important sur les revenus de Visa pour l'année 2020. D'ailleurs, tel que présenté dans le graphique que je vous présente dans cette diapositive, avec les frontières qui peinent à rouvrir dans de nombreux pays, le volume de transactions transfrontaliers semble avoir de la difficulté à retrouver ses niveaux pré-COVID. Donc, ce que je disais tantôt comme étant une problématique dans l'industrie, on vient la voir directement ici dans les chiffres de Visa avec le volume de transactions interfrontaliers qui a de la misère à remonter. Maintenant, si on passe au volume de paiement aux États-Unis, donc tel que présenté lors de la sortie des résultats du troisième trimestre de 2020, on a assisté à une recrudescence du volume de transactions aux États-Unis avec une reprise en V, comme on peut dire, qui pourrait laisser croire que nous sommes en voie de revenir à des niveaux pré-COVID. Puisqu'il s'agit du principal créateur de valeur pour le segment de services, cela est très positif pour l'entreprise. Ensuite, en ce qui concerne le nombre de transactions, qui est le principal créateur de valeur pour le segment traitement des données, on assiste également à une reprise en V qui n'est pas aussi positive que le volume de transactions, puisque nous ne sommes pas encore à des niveaux pré-COVID. Mais il s'agit tout de même de données qui sont assez encourageantes, voyant qu'on s'enligne vers du positif. Donc maintenant, en ce qui concerne les marges, nous avons ici comparé et analysé 4 marges. Donc, la marge de l'EBITDA, la marge opératoire, la marge bénéficiaire nette et la marge des flux de trésorerie libre. Donc, tel qu'on peut voir dans le graphique, malgré la COVID-19, Visa garde d'excellentes marges. De plus, on peut voir une grande volatilité dans la marge des flux de trésorerie libre. Par contre, comme on peut voir, ça s'est résorbé au troisième trimestre pour pratiquement revenir à son niveau pré-COVID, ce qui est également très positif, puisqu'il ne faut pas oublier que les flux de trésorerie libre sont ce qui retourne réellement dans les poches des actionnaires. De plus, le maintien de la marge opératoire est aussi encouragé par une coupure des dépenses de 5% dans le troisième trimestre.
Finalement, période difficile est souvent signe d'endettement pour les entreprises. Du côté de Visa, force est de constater que l'endettement a en effet augmenté, comme on peut voir le ratio dette totale sur équité augmenté, mais est toujours très bien contrôlé. De plus, d'un point de vue des liquidités, l'entreprise a su maintenir un ratio actif court terme sur passif court terme très adéquat, comme on peut voir dans le graphique de droite, puisqu'il s'est toujours maintenu au-dessus de 1.2. De plus, comme je disais, en ce qui concerne le ratio dette totale sur équité, oui, a augmenté, mais pas à un niveau qui pourrait être considéré comme abusif. Passons maintenant à la portion évaluation d'entreprise. Donc, on a utilisé deux méthodes pour analyser l'entreprise. On a utilisé la méthode des modèles des flux monétaires actualisés et la méthode des comparables. La méthode des flux monétaires actualisés, comme vous pouvez voir dans nos trois tableaux ici, avec des cas optimistes, neutres et pessimistes, nous donne un étendu de prix entre 226 et 182 environ. En ce qui a trait à l'analyse des comparables, on arrive autour de 210 $ également. On a fait un sommaire à la fin, donc on va pouvoir voir comparer l'ensemble des méthodes d'analyse. En ce qui a trait à l'analyse graphique, maintenant, donc tout d'abord en mois, force est de constater que le titre est en forte tendance haussière, voire même en phase 2 de Weinstein. Or, dans les derniers mois, on peut voir une petite phase de consolidation étant pratiquement au même prix qu'en juin dernier. Maintenant, en semaine, cette phase de consolidation peut pratiquement se présenter sous la forme d'un fanion haussier. Depuis, on peut également apercevoir une baisse des volumes, qui est également caractéristique des fanions. Finalement, l'indicateur stochastique RSI est pratiquement en zone de survente, ce qui pourrait encourager le titre à la hausse si jamais le fanion venait à percer par le haut. Finalement, en jour ici, donc le fanion semble encore plus clair, donc on est capable de le définir encore mieux. De plus, mis à part la hausse de volume à la sortie des résultats financiers, ce qui est totalement normal, la tendance des volumes est à la baisse, ce qui est, comme je disais plus tôt, caractéristique des fanions. Finalement, nous semblons également entrer en zone de survente sur la zone de stochastique RSI, donc en jour et en semaine, ce qui est un très bon signe pour percer le fanion vers le haut. Donc, d'un point de vue technique, il ne serait pas irréaliste d'aller atteindre son haut de tous les temps autour de 215 $ dans les prochaines semaines. Passons maintenant à la conclusion. Donc, voici le sommaire que je vous parlais. Donc, comme on peut voir, la méthode des comparables, la méthode des flux monétaires actualisés, l'analyse technique, nous donnent tous un horizon de prix entre 210 et 220. D'ailleurs, on pourrait aller plus haut que l'historique des 52 dernières semaines. L'écart entre l'historique des 52 dernières semaines est assez élevé à cause de la chute causée par la COVID, naturellement. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur ce genre d'analyse, Daytrader Canada offre actuellement une nouvelle formation qui est l'analyse fondamentale pour l'investisseur actif qui sera lancée le samedi 29 août. On a d'ailleurs un prix de spécial de lancement. Donc, si ça vous intéresse, juste à communiquer avec nous. Donc, aux réceptions à commercial-daytradercanada.com par téléphone ou par un rendez-vous personnalisé qui risque plus d'être sur Zoom en ces temps-ci. D'ailleurs, si vous aviez des questions sur notre analyse, gênez-vous pas également pour écrire à ces adresses-là. Merci beaucoup, puis je vous souhaite une super belle fin de journée. Devenez un investisseur autonome. Depuis près de 20 ans, Daytrader Canada accompagne des gens comme vous. Améliorez vos rendements avec notre équipe d'experts grâce à nos formations et nos tutorats personnalisés. Daytrader Canada, le leader en enseignement et accompagnement boursier au Québec.